bien voilà, j'avais déjà enregistré et lu le passage qui me manquait, mais je ne sais pas ce que j'ai fait une fausse manœuvre et j'ai pu la recommencer. Donc, ben voilà de nouveau avec la recherche de la page à laquelle je m'étais arrêté, qui je crois était la page 57, et où le dernier mot que j'ai lu était illusoire. Voilà. Donc, on parlait des catalyseurs dans cet épisode. Alors, je vais reprendre la lecture, la suite de la lecture. Disons, le passage disait que nous avons vu que le logos utilise la lumière primale, c'est-à-dire le photon, pour construire la création et qu'il y a création d'énergie et non de matière. Une création faite de lumière, pour son engendrement naturel des éléments et de toutes les combinaisons d'éléments de toutes les choses créées. Et nous avons vu que toutes ces choses créées forment une création physique et qui est illusoire. Les choses dont nous pensons qu'elles sont solides ne le sont pas quand nous investiguons suffisamment en profondeur. Il ne s'agit pas ici du petit échiquier, de notre réalité de consensus. Le grand échiquier présente une image bien différente de notre monde. Sur ce grand échiquier métaphysique, les joueurs ne sont pas prisonniers des illusions de la réalité et du consensus. Sachant que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être, nous n'obligeons plus nos yeux et nos oreilles à croire ce que nous voyons et nous entendons. Cela inclut que nous voyons et entendons à notre propre propos. Qui sommes-nous? Nos parents nous l'ont dit, nos professeurs nous l'ont dit, tous les personnages importants qui ont peuplé notre monde d'enfants nous l'ont dit, et nos meilleurs amis, partenaires et autres nous ont définis en tant qu'adultes. Et nous ne pouvons bien sûr pas croire cela, du moins pas dans la mesure où nous laissons ces opinions définir ce que nous sommes. Je me souviens qu'étant enfant, alors que je me trouvais encore d'été, j'ai voulu écrire l'adresse de l'expéditeur au dos d'une lettre adressée à mes parents. J'ai inscrit mon nom, le nom de la route, celui de la ville, celui de l'État, les États-Unis, et j'ai ajouté terre et encore univers. Et cependant, l'adresse ne m'a pas paru complète. Dans la même veine, j'étais enfant quand ma mère, qui ne ratait pas une occasion de m'instruire, m'a demandé d'écrire une petite dissertation sur le sujet qui suis-je. Là, j'ai écrit que j'étais une personne nommée Carla, née de Lake Forest, dans l'État d'Illinois, le 16 juillet 1943 à 6h42 du matin, et que j'étais la fille de Jean et Ted Rucker, que j'étais de sexe féminin, américaine, et une enfant du Créateur. Ici non plus, la définition ne m'a pas paru complète. Nulle part, je suis parvenu à retrouver la glorieuse certitude de la figure du Créateur de l'Ancien Testament dans la Bible avec son « Je suis ce que je suis » ou plus simplement « Je suis ». Tous nous tentons de nous définir par rapport à nous-mêmes à mesure que nous allons dans la vie. Notre culture centrée sur des choses extérieures tend à nous définir par ce que nous faisons. Lors d'une réception, personne ne nous demande qui nous sommes. On nous demande ce que nous faisons pour gagner notre vie ou quels sont nos intérêts. Ces conversations sont plutôt creuses parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Enfin, nos carrières, notre travail ne nous définissent en rien, ni notre état civil, ni nos préférences sexuelles, rien de ce qui nous concerne à l'extérieur. Au milieu de cette toile où se nichent les illusions dans lesquelles nous vivons, nous recherchons une compréhension toujours plus profonde de qui nous sommes. Si nous ne sommes pas notre biologie ou notre quotient intellectuel, nous ne sommes pas notre travail, nos intérêts particuliers, nous ne sommes pas définis par le lieu où nous sommes nés et notre place dans la société, et si nous ne sommes pas le reste des nombreuses façons dont nous nous séparons les uns des autres dans notre mental,
Alors qui sommes-nous vraiment? Et comment pouvons-nous approfondir cette question avec sérieux? Pour chercher qui nous sommes, nous pouvons nous appuyer sur le toujours disponible moment présent et sur ce qu'il nous apporte de l'illusion qui nous entoure. Voilà une chose merveilleuse à propos du jeu de la vie. Il peut se jouer n'importe où. On peut emporter le grand échiquier avec soi, peu importe où l'on va. Il suffit de le disposer dans notre mental profond. Rappelez-vous, l'illusion n'est pas littéralement réelle, mais elle a sur nous des effets réels. L'illusion nous apporte ce que Baba Ram Das appelle du grain à moudre. Par contre, ceux de la Confédération appellent ce grain des catalyseurs. Nous découvrons nous-mêmes quand nous réagissons aux catalyseurs qui surgissent dans notre vie. En chimie, un catalyseur est une substance qui permet à une réaction chimique de se déclencher plus rapidement ou dans des circonstances différentes de ce qui est normalement possible, comme par exemple la basse température. L'agent catalytique lui-même n'est pas nécessairement impliqué dans la réaction chimique. Nous recevons sans cesse des catalyseurs en provenance de personnes et d'événements autour de nous. Un catalyseur peut être une simple chose qui ne nous dit rien sur nous-mêmes. Quand ce matin je me suis assise devant mon clavier pour écrire, mon catalyseur physique a été que le soleil était encore bas sur l'horizon et qu'il m'aveuglait. Ma réaction a été de tirer le store vénitien de la moitié supérieure de la fenêtre de mon bureau pour protéger mes yeux de l'éclat du soleil. Il n'y a pratiquement pas d'émotion dans cette réponse à un catalyseur. Des tas de choses qui nous arrivent n'ont pas le pouvoir de nous émouvoir. Ce sont des catalyseurs aléatoires et neutres. Habituellement, le catalyseur qui va nous donner des informations sur qui nous sommes est chargé en émotions, soit positives, soit négatives. Un catalyseur positif a tendance à nous rendre heureux, tandis que celui qui, disons, est négatif a tendance à nous rendre malheureux. Quelqu'un nous fait une poisson sur une route encombrée, et nous devons freiner brusquement pour éviter une collision. Maudissons-nous le chauffeur ou bien freinons-nous en pensant « Tiens, je te fais de la place, mon ami ». Je confesse que j'aurais tendance, si pas à le maudire, du moins à marmonner mon mécontentement à l'adresse du conducteur indélicat. Quant à moi, je ne suis pas très poli quand je parle dans ma voiture. Heureusement qu'il n'y a pas d'oreille pour m'entendre à ce moment-là. Voilà. Mon oncle Marion, maintenant parti pour la gloire, était un saint qui a vraiment dit en ma présence un jour, alors qu'il avait été coincé dans la circulation par un véhicule qui lui avait fait une queue de poisson, « Tiens, je te fais de la place, mon ami ». Comme il avait dû freiner violemment, je me suis foulé un poignet en heurtant l'arrière du siège de Marion, et cela m'a fâché. Mon oncle Marion n'a jamais exprimé aucune autre réaction à cet incident, sauf d'appuyer de tout son poids sur le frein, que de la pure compassion. Je crois qu'au fond de mon cœur, que mon oncle Marion est parti de cette illusion en étant gagnant au jeu de la vie. Mon attitude envers ce chauffard n'a pas été de l'amour. Je ne le voyais pas comme faisant un avec moi. En cette circonstance, j'ai raté l'occasion d'utiliser mon catalyseur sur le petit échiquier, ce qui m'aurait permis de faire un choix sur le grand échiquier. Quand je repense à la réaction de mon oncle Marion à cette situation, je vois que l'identité et l'essence de Marion impliquaient sa conscience disciplinée du fait que lui-même et cet homme faisaient un. L'essence de la réaction de mon oncle Marion a été d'équilibrer ce moment de peur alors qu'une voiture surgissait brusquement devant lui, terriblement trop près, par une émission de prise de conscience de la vérité. Crainte et amour ne peuvent pas faire bon ménage. L'un ou l'autre doit gagner. Nous sommes tous enclins à adopter d'abord une position de crainte dans les situations qui nous paraissent à risque.
Équilibrer cette réaction en l'amenant à devenir de l'amour est le défi éthique fondamental de bon nombre de nos affrontements avec des catalyseurs. Dans ce livre, nous allons beaucoup analyser les choix. En fait, le sous-titre du présent volume est le choix. Ce qui nous amène au moment de faire ce choix, eh bien c'est un catalyseur. Le problème principal que nous rencontrons quand il s'agit de réagir adéquatement à un catalyseur positif, c'est que nous trouvons celui-ci très agréable. Nous nous perdons dans sa jouissance. Un amour romantique efface une grande quantité de détails de notre carte routière intérieure. L'amitié, le plaisir d'une bonne compagnie et des moments agréables et toutes les bénédictions de la vie surviennent pour que nous les apprécions quand ils passent à notre portée. Dans ce nuage de bonheur, il est bien difficile de se souvenir d'exprimer sa gratitude. Sur le grand échiquier, considérer les choses comme acquises, c'est être obligé de leur dire adieu. Même si elles durent toute notre vie terrestre, elles ne font jamais partie du jeu de la vie. Remercier pour les choses reçues, c'est élever ce catalyseur au niveau du grand échiquier. La gratitude consolide métaphysiquement les catalyseurs positifs, de sorte qu'ils fonctionnent à l'intérieur de notre processus d'évolution. Ça, moi, je crois que je ne sais pas très bien faire ça. C'est une façon de faire comprendre que quand on mange, on doit être reconnaissant. Quand on fait quelque chose, on doit se souvenir qu'on le fait avec gratitude. Et ça, moi, je fais plutôt les choses machinalement. Bon, c'est vrai que quand j'ai un élan du cœur, une émotion, bon, à ce moment-là, mon catalyseur réagit. Mais souvent, c'est vrai que c'est neutre. Voilà. Les catalyseurs que nous, êtres humains, nous remarquons réellement sont surtout les catalyseurs négatifs. Nous perdons notre travail, notre partenaire nous quitte, nous sommes insultés, quelque catastrophe nous tombe dessus, alors nous nous sentons déprimés ou en colère, ou coupables, ou indignes, etc., etc. Un catalyseur n'a en soi rien de remarquable. Il nous en arrive tout le temps. En fait, nous les accueillons à un niveau plus profond que le mental conscient. Nous savons tous ce que sont les émotions de jalousie, d'envie, de désinvolture ou de colère. Les êtres humains ont toutes ces émotions en commun. Que faisons-nous de ces émotions quand leur énergie est activée en nous par un catalyseur qui nous arrive? Si notre réaction est de la colère, est-ce que nous nous retournons immédiatement contre l'agent catalytique, probablement un autre être humain, ou exprimons-nous cette colère sans égard pour les sentiments de cette personne? Est-ce que nous tournons au contraire cette colère vers l'intérieur en aiguisant sa lame pour en tirer une vengeance habile et douce? Est-ce que nous la laissons glisser sur notre échine sans y prêter attention ou sans en faire cas? Ou bien tournons-nous cette colère contre nous-mêmes en nous qualifiant d'indignes? Faisons-nous de cette énergie engendrée par le catalyseur? De l'énergie a été créée. Le choix que nous faisons à propos de ce que le groupe RA appelle les dépenses d'énergie sont absolument capitaux quand nous jouons le jeu de la vie. Nous n'avons qu'un nombre limité de secondes à vivre. Il ne reste à notre cœur qu'un certain nombre de battements à exécuter avant que ne change notre environnement et que nous abandonnions notre corps physique. Et dans le cas de ces battements de cœur, il nous reste un nombre limité d'opportunités à vivre, ressentir, penser et pour choisir comment réagir. Chaque petit élément d'un catalyseur qui nous arrive est un don précieux. Ici et maintenant, l'environnement est tout à fait suffisant pour jouer au jeu de la vie. Encore un point à propos de la recherche du véritable soi. La nature de la création étant unitaire et l'essence du créateur étant l'amour inconditionnel, il est logique d'en inférer
que le soi véritable est constitué de l'essence de l'amour infini, inconditionnel. Et la Confédération nous donne spécifiquement cette assurance en nous encourageant à réaliser que nous sommes des étincelles jaillies du Créateur et qui possèdent sa nature. Nous sommes son amour rendu visible. Et il en est ainsi pour tout le reste de la création. Mais comment découvrir cela d'une manière authentique? Voilà la question. Voilà tout le défi. Le jeu de la vie est un jeu qui dure. Il est difficile de suivre la partie jusqu'au bout. C'est un défi comparable au sport extrême, comme le marathon ou les Jeux olympiques. Cependant, pour tous, il y a moyen d'y jouer, et même d'y jouer très bien. Les principes en sont simples. Une fois ces principes compris, il s'agit d'appliquer la discipline intérieure du joueur véritable pour devenir un athlète métaphysique, plutôt un athlète complet. Cela paraît bien dur. Le défi est grand, c'est indéniable. C'est un travail de toute la vie, mais sa récompense, le passage à une nouvelle vie, à des aventures dépassant l'imagination, en vaut la peine. Voilà, j'ai fini la lecture du chapitre 1 sur les 3 premières distorsions de la loi 1. Le chapitre 2 parlera de la polarité et du choix. Bon après-midi, à bientôt.